Dans les films, le chevalier est un héros en armure étincelante. En réalité, ce même homme rêvait de la douce délivrance de la mort. Et dans les 10 prochaines minutes, vous comprendrez exactement pourquoi. L'image est indélébile. Un guerrier en armure étincelante, un champion de joute, un défenseur des demoiselles, le tout enveloppé dans un code de chevalerie qui promettait honneur et vertu. On nous a vendu un fantasme de métal poli et d'actes héroïques. Le chevalier est le super-héros de son temps, une forteresse ambulante de droiture et d'acier. Mais comme toujours, nous sommes ici pour ouvrir cette forteresse et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce que nous trouvons n'est pas un héros de bande dessinée, c'est un homme en sueur, contusionné, à moitié étouffé, piégé dans une prison de métal qu'il s'est lui-même imposée. Parce que l'armure de plaque, cette merveille de l'ingénierie médiévale, n'était pas seulement d'une protection. C'était une torture, un four en été, un congélateur en hiver et un piège mortel dans la boue d'un champ de bataille. Ce soir, nous allons explorer la réalité brutale du port de cette armure. Nous allons sentir son poids, sentir sa puanteur et comprendre pourquoi dans le feu de l'action, parfois la plus douce délivrance n'était pas la victoire, mais une mort rapide qui vous libérerait de votre propre carapace. Pensez-vous que vous auriez pu être un chevalier? Avant de polir votre épée imaginaire, laissez-moi vous mettre à l'intérieur de l'armure. Et je vous préviens, il fait chaud et ça sent très très mauvais. Oubliez l'enfilage d'une veste. Habiller un chevalier pour la bataille n'était pas un acte, c'était un rituel, un processus long et méthodique qui nécessitait l'aide d'au moins un écuyer et transformait un homme en une statue de métal vivante, couche par couche. D'abord, la base. Vous portez une chemise et des braises de lin, vos sous-vêtements. Par-dessus, vous mettez un gambison. Imaginez la veste matelassée la plus épaisse et la plus étouffante que vous puissiez concevoir, rembourrée de laine ou de tissu. C'est votre première ligne de défense, conçue pour absorber l'impact des coups. Vous transpirez déjà, et nous ne sommes même pas encore arrivés au métal. Vient ensuite la cotte de maille. Des milliers de petits anneaux de fer entrelacés, formant une chemise, des jambières et une cagoule. Elle pèse une tonne entre 15 et 20 kg, et tout ce poids repose directement sur vos épaules. La cotte de maille est excellente pour arrêter les coupures d'une épée, mais inutile contre la force contondante d'une masse d'armes ou la pointe acérée d'une flèche. Et maintenant, la vedette du spectacle, l'armure de plaque. Ce n'est pas une seule pièce, c'est un puzzle d'acier qui doit être assemblé autour de vous. Des grèves pour vos tibias, des cuisseaux pour vos cuisses, des tassettes pour protéger vos hanches et votre aine. Puis le plastron et la dossière, les deux grandes pièces qui forment votre torse, des avant-bras et des brassards pour vos bras. Et enfin, les gantelets, des gants d'acier articulés qui, espérons-le, vous permettent encore de tenir votre épée. Chaque pièce est attachée et bouclée avec des lanières de cuir. Quand ils ont fini, vous êtes enfermés. Le poids total de votre équipement peut dépasser 30, voire 40 kg. Ce n'est pas un poids, mort il est se répartit sur tout votre corps. Mais quand même, chaque mouvement est un effort. Se relever du sol si vous tombez est un exploit acrobatique qui nécessite de l'aide. Enfin, le heaume. On vous place un bonnet rembourré, le calot d'armement, sur la tête. Puis on abaisse le heaume sur vous. Le monde se réduit à une fente étroite pour vos yeux. Votre vision périphérique disparaît. Votre ouïe est assourdie par le métal. Et le seul son clair est celui de votre propre souffle, haletant et amplifié, résonnant dans la petite chambre d'acier. L'air à l'intérieur devient vicié
et chaud presque instantanément. Il n'y a pas de ventilation. Ces sommes respirées à l'intérieur d'une boîte de conserve en métal un jour d'été. Et ce n'est que le début. Vous n'avez pas encore monté votre cheval. Vous n'êtes pas encore entré au combat. Maintenant que vous êtes à l'intérieur, parlons de ce que l'on ressent. D'abord, la chaleur. Le soleil de midi tape sur votre armure, la transformant en un four portable. La chaleur est suffocante, implacable. La sueur imbibe le gambison qui devient encore plus lourd et plus restrictif. La déshydratation est votre ennemi le plus immédiat. Dans une longue bataille, vous pouvez perdre des litres d'eau, ce qui entraîne un épuisement par la chaleur, des crampes et un coup de chaleur qui peut être aussi mortel qu'une lance. Puis le froid. Dans une campagne d'hiver, le métal devient un conducteur de froid, vous privant de votre chaleur corporelle. La pluie s'infiltre par les fissures, trempant vos couches de vêtements, et le risque d'hypothermie est réel. Le mouvement est une lutte constante. Oui, l'armure de plaque était ingénieusement articulée, permettant plus de mouvement que vous ne pourriez l'imaginer. Vous pouviez marcher, monter à cheval, même courir sur de courtes distances, mais chaque mouvement demandait un effort supplémentaire. C'était comme faire de l'exercice avec des poids sur tout le corps, toute la journée. L'épuisement était cumulatif, une fatigue profonde qui s'installait dans vos muscles et vos os. Respirer est un luxe. À l'intérieur du home fermé, le dioxyde de carbone s'accumule. Vous vous sentez étourdi, essoufflé. La panique de la claustrophobie est un compagnon constant, et si la visière se coince au milieu d'une bataille, vous êtes aveugle et à la merci de l'ennemi. Et l'odeur, oh, l'odeur. Imaginez l'odeur d'un vestiaire de sport qui n'a pas été nettoyé depuis un mois. Maintenant, mettez-la à l'intérieur d'une boîte de conserve chaude. C'est vous. Après des heures de marche et de combat, l'intérieur de votre armure est un écosystème de sueur, de saleté et de peur, et il n'y a aucun moyen de la nettoyer correctement sur le terrain. On s'habitue à sa propre puanteur, mais ça ne veut pas dire qu'elle cesse d'être horrible. Toute cette misère est décuplée sur le champ de bataille. La charge de cavalerie, cette image glorieuse de chevalier avançant en ligne parfaite, était un chaos tonitruant et terrifiant. Vous êtes sur le dos d'un destrier, un animal énorme et puissant, également partiellement cuirassé. Le sol tremble, le bruit est assourdissant. Le hennissement des chevaux, les cris des hommes, le tonnerre de milliers de sabots. À travers la fente de votre home, vous pouvez à peine voir ce qui se trouve devant vous. Vous faites confiance à votre cheval et aux hommes qui vous entourent. Si vous êtes désarçonné, et beaucoup l'étaient, le vrai cauchemar commence. Tomber au sol avec 30 kg d'acier sur vous, c'est comme être heurté par une voiture. L'impact vous laisse sans souffle, abasourdi, et maintenant, vous êtes au sol, vous êtes une tortue sur le dos. Si le champ peut se boueux, comme Azincourt, vous vous enfoncez. Le poids de votre propre armure devient votre ennemi. Lutter pour se relever dans la boue glissante pendant que d'autres hommes et chevaux vous piétinent est un combat désespéré pour la survie. De nombreux chevaliers ne sont pas morts d'une blessure d'épée, mais se sont noyés dans la boue, incapables de se remettre sur pied. Si vous êtes au sol, vous êtes vulnérable. L'infanterie ennemie, les hommes que vous méprisez comme des paysans, ont maintenant l'avantage. Ils n'essaieront pas de percer votre plastron. Ils viseront les failles, les aisselles, l'aine, le cou, la visière de votre chiome. Ils utiliseront de longues et fines dagues, appelées miséricordes, nommées d'après le coup de grâce pour les trouver. Ou pire, ils utiliseront des masses d'armes et des marteaux de guerre. Un coup de masse d'armes sur votre aume ne le percera pas.
mais la commotion qui en résultera vous laissera inconscient ou mort. Votre crâne se fracturera à l'intérieur de votre propre protection. Et même si vous n'êtes pas blessé, le simple fait d'être au sol peut vous tuer. L'épuisement, le manque d'air, la panique et la chaleur. Un chevalier tombé sous le soleil de midi pouvait littéralement être cuit vivant à l'intérieur de sa propre armure. Pour un chevalier, la mort au combat était honorable, mais la capture était une catastrophe. Si vous étiez capturé, vous n'étiez pas traité comme un prisonnier de guerre moderne, vous étiez traité comme un actif financier. Votre valeur résidait dans la rançon que votre famille pouvait payer, et le prix était exorbitant, équivalent souvent à des années de revenus de vos terres. En attendant la rançon, vous pouviez passer des mois, voire des années, dans un cachot, votre armure enlevée, exposé aux maladies et à la cruauté de vos ravisseurs. Et si votre famille ne pouvait pas payer, votre sort était sombre. Vous pouviez être vendu comme serf, forcé de travailler les terres de l'homme que vous essayiez de tuer, ou vous pouviez simplement être exécuté, votre valeur réduite à zéro. Pour de nombreux chevaliers, cette humiliation, cette impuissance, était pire que la mort. Le code de la chevalerie exigeait de se battre jusqu'au bout. Se rendre, être capturé, était une tâche sur votre honneur. C'est pourquoi beaucoup préféraient une mort rapide, sur le champ de bataille, à la lente agonie de la captivité et de la honte. Mais l'armure d'un chevalier n'était pas seulement pour la guerre, c'était aussi une affirmation de statut. Dans les joutes et les tournois, votre armure était votre carte de visite. Elle était gravée, dorée, ornée de panaches et d'emblèmes. C'était un moyen d'afficher votre richesse et votre lignée, mais même ici c'était un fardeau. Porter une armure de joute, encore plus lourde et plus restrictive que l'armure de combat, pendant des heures, sous le soleil, juste pour l'honneur d'être désarçonné de son cheval par une lance, était un exercice d'endurance masochiste. L'armure vous séparait du monde, faisait de vous un symbole, une statue ambulante, mais elle vous isolait aussi. C'était une barrière physique et sociale entre vous et le reste de l'humanité. Revenons donc à ce matin à Azincourt. Vous êtes debout dans la boue, le ventre vide, le corps épuisé et malade. La pluie a trempé votre gambison, qui pèse maintenant 2 fois plus lourd. Le froid s'infiltre à travers l'acier. Vous pouvez à peine voir à travers la fente de votre home, et devant vous se trouve une armée plus nombreuse que la vôtre, prête à vous tuer. À ce moment-là, que ressentez-vous? La gloire, l'honneur? Ou ressentez-vous le poids écrasant de 30 kg de métal, la puanteur de votre propre sueur, la claustrophobie de votre home, et un désir irrésistible que tout cela se termine, d'une manière ou d'une autre? La vie d'un chevalier n'était pas le fantasme qu'on nous a raconté. C'était une vie d'inconfort extrême, de danger constant, et un fardeau, à la fois physique et social, qui était presque insupportable. Son armure, son plus grand symbole de pouvoir, était aussi sa plus grande faiblesse. Ils n'étaient pas invincibles, c'étaient des hommes piégés dans des cages d'acier, luttant non seulement contre l'ennemi, mais aussi contre leur propre équipement, contre la chaleur, le froid, la boue et l'épuisement. La prochaine fois que vous verrez l'image d'un chevalier en armure étincelante, regardez de plus près. Regardez les bosses, les lanières usées, les fentes étroites, et souvenez-vous de l'homme qui était à l'intérieur. L'homme qui, dans les pires moments de la bataille, priait peut-être non pas pour la victoire, mais pour une libération rapide et honorable de la prison qu'il portait lui-même. Ouais,